There's a 1 in billions chance that this is based reality. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à travers l'analyse de Matrix, il s'agit de comprendre et d'expliquer comment se construisent dans nos esprits des récits qui sont polarisants, qui peuvent nous amener à adopter un discours de haine et in fine un comportement radical et violent. En effet, Matrix, avant de devenir la franchise commerciale qu'il est devenu, frappe par sa portée philosophique, qui tente de répondre à la question finalement éternelle, comment savoir si la réalité n'est pas une vaste illusion. Obviously this feels real, but it seems unlikely to be real. Et c'est là l'un des paradoxes du film, alors que Matrix nous est présenté comme un monde unique et simple, il y a une matrice qui est la même pour tout le monde, le film lui est repris pour dire que nous vivons pas tous dans le même monde, pour finalement dire qu'il y a autant de matrices que de personnes. La matrice est devenue une boîte des subjectivités de chacun, et il y a autant de boîtes que d'individus. Et c'est assez intéressant de voir de quelle manière cette œuvre de fiction est reprise par de nombreux groupes pour servir finalement tout type d'idéologie. Bref, le but ici est de proposer une analyse de Matrix sous le spectre criminologique dans une approche critique et préventive. Remember, all I'm offering is the truth. Mais Matrix c'est quoi ? Matrix c'est le film cyberpunk à succès des Wachowski, sorti à l'aube de l'an 2000. Matrix est aussi le film SF d'anticipation fortement inspiré, entre autres, de Ghost in the Shell, un animé japonais de Mamoru Oshii, lui-même inspiré d'un manga. Matrix c'est un succès commercial au box-office. Il a coûté 63 millions de dollars et en a rapporté environ 171. Matrix est peut-être le film le plus analysé par la pop philo. Néanmoins, si Baudrillard est la référence assumée par les Wachowski, Baudrillard qualifiera lui-même ce film de parodie, et critiqua fermement le fait que le réel soit pris comme un constat plutôt que comme une hypothèse. Matrix est un film culte qui séduit toujours par ses éléments visuels et par sa réflexion qui peut être prise tantôt comme une ouverture, tantôt comme un repli qui impose une certaine vision du monde. Matrix, c'est pour résumer et simplifier, puisqu'il n'existe pas de raccourci sans simplification, c'est l'histoire d'un trentenaire qui travaille comme programmeur informatique pour une compagnie respectable. Matrix, c'est aussi le parcours d'un homme qui mène une double vie. Thomas A. Anderson le jour et Neo, hacker informatique, la nuit. Matrix, c'est l'histoire d'un homme banal et seul. On ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il n'est personne. Matrix, c'est l'histoire d'un homme qui découvre que le monde dans lequel il vit n'est qu'une vaste illusion, la matrice, qui est construite par des machines géantes qui, elles, se nourrissent de l'énergie humaine. Enfin et dernier point. Matrix, c'est l'histoire d'un informaticien anonyme, peu courageux, qui devient le leader de la résistance de l'humanité libre et éveillée, et qui lutte contre le monde oppresseur des machines. Bon ok, mais comment cet anonyme, peu charismatique, sera convaincu par une personne qu'il n'a jamais vue d'une idée qu'il n'a jamais eue ? Puisqu'il ne suffit pas de changer une idée pour changer un comportement, voyons alors quelles sont les étapes qui vont conduire cet informaticien désenchanté à devenir le leader d'une rébellion contre les machines. Tout d'abord, l'acte préparatoire. Comme un premier contact, cette étape va inciter le personnage principal, Neo, à emprunter une voie plutôt qu'une autre. C'est le fameux message qui apparaît sur son écran « Réveille-toi Neo, la matrice te tient ». Il est important de souligner que dans ce film, l'acte préparatoire est efficient, est efficace, ou est tout simplement possible, parce que Neo présente certaines frustrations. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? Et ce sont ces frustrations qui le rendent ouvert à écouter et à entendre une idéologie nouvelle. C'est à cette étape précise qu'est évoquée la matrice sans plus de détails. La deuxième étape est celle du pied dans la porte, qui consiste à faire une demande facilement réalisable et peu coûteuse. En l'espèce, suivre le lapin blanc. C'est une étape importante puisque Neo va rencontrer la Trinity, qui, après avoir écrit le mot matrice sur son écran, lui demande s'il n'a pas une question à lui poser. You know the question? What is the matrix? Autrement dit, la question « qu'est-ce que la matrice ?» est une question qui ne vient pas de lui mais d'elle. En outre, notons que cette demande n'est possible que parce que Neo, comme n'importe qui face à une frustration, est à la recherche d'une amélioration. Toujours est-il que cette demande va déboucher sur une autre plus difficile à réaliser. Mais le fait d'accepter cette première requête va en quelque sorte prédisposer la personne, Neo, à suivre la suivante. Et l'étape suivante n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit pour Neo de suivre les instructions un peu folles d'une personne au téléphone qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît que sur internet. Cette personne lui demande de sortir du bâtiment, du building dans lequel il travaille par une passerelle extérieure pour fuir les agents qui sont venus l'arrêter. Ce premier échec et sa méfiance envers les agents, envers le système, vont prédisposer Neo à accepter un face-à-face avec Morpheus. Cette prédisposition, cette ouverture va être renforcée par la quatrième étape. Cette autre étape, petite, simple, rapide, mais efficace, comme un coup de téléphone, va permettre d'accroître l'engagement du personnage principal. C'est l'étape de la flatterie. Autrement dit, Morpheus parvient à démultiplier, à augmenter les effets de l'engagement de Neo
par de simples phrases qui font appel à ses qualités internes, sans la moindre explication. You are the one, Neo. You see, you may have spent the last few years looking for me, but I've spent my entire life looking for you. Now, do you still want to meet? Ceci pousse naturellement Neo, comme n'importe qui, vers la recherche de plus d'explications. Vient alors l'étape de l'amorçage. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. C'est une technique de manipulation qui consiste à ne pas tout dire ou à mentir afin de faire accepter sa requête, sa demande. Le but recherché est ici d'obtenir une première acceptation du personnage, en ne dévoilant pas toutes les informations. You are a slave, Neo. Et c'est finalement la phase la plus emblématique du film, une scène qui est devenue l'archétype de toute polarisation au XXIe siècle, non mais sans blague. Puis vient l'étape du déni, du refus, de la résistance à la nouvelle idéologie, qui est bien trop énorme pour être acceptée comme telle. Mais en réalité, Neo n'a pas vraiment eu le choix, comme on peut le voir à la 44e minute. I can't go back, can I? No. À la question « puis-je entrer ?», la réponse est non, bien sûr que non. C'est le retour de bâton de l'étape précédente. Si tout ne lui avait pas été dit lorsqu'il a accepté d'avaler la pilule rouge, il apprend avec douleur l'ampleur de son choix. Le tout exprimé comme une menace dans le reflet de la paire de lunettes de Morpheus. Vient alors l'étape de l'apprentissage. Neo va passer beaucoup de temps à apprendre les ficelles, à se construire un réseau. Cependant, il ne pense toujours pas être l'élu. I'm not the one. Vient ensuite l'étape du leurre. Il va devoir faire un choix entre sauver sa vie ou sauver celle de celui qui aurait sacrifié la sienne pour lui. Mais une fois qu'il se rend compte que ce choix s'impose à lui, alors il va faire un tout autre choix. Plus difficile, plus dangereux, plus coûteux, il va devenir le leader. Autrement dit, le leurre consiste à lui faire croire qu'il n'est pas l'élu afin qu'il puisse l'être réellement. Matériellement, cela va se traduire par une sorte de dépersonnalisation. Il va devenir un prototype du groupe. Il change radicalement la manière qu'il a de s'habiller et officialise son changement de nom. Il ne sera plus jamais Thomas A. Anderson, mais Neo. Puis vient l'étape de la renaissance. Cette étape ultime est exprimée de manière très littérale. Il a un pouvoir décuplé, il possède la maîtrise de son environnement, ou plutôt disons qu'il voit les choses autrement. Et enfin, la dernière étape, l'engagement. Maintenant qu'il a une place centrale au sein du groupe, qu'il s'est construit une image, qu'il est l'élu de l'humanité, il va leur croire en dehors du système, à un monde plus juste. Cette croyance en l'espèce apocalyptique va l'amener à déshumaniser les autres, ceux qui ne sont pas débranchés, ceux qui ne partagent pas la même idéologie ou la même approche. Et son engagement passe par le combat. Cet engagement violent est un acte important par sa taille, sauver l'humanité de l'oppression des machines, ce n'est quand même pas rien. Et cet engagement est impressionnant par sa visibilité. Neo passe du simple statut d'anonyme, peu charismatique, à un statut de leader respecté par ses pairs et redouté par le système. Et c'est ce qui rend la transformation d'autant plus étonnante et spectaculaire. Du statut de loser, il passe au statut de leader. Plutôt cool, hein? En outre, tout ça se passe dans un contexte où il a eu l'illusion de faire un choix. Et c'est cette impression de faire un choix qui est souvent le facteur d'engagement le plus puissant. J'ajouterai une remarque finale, une remarque subsidiaire. Cette procédure d'engagement incrémental que nous venons d'étudier s'applique aussi au spectateur, mais dans une autre mesure. En effet, pour le spectateur, l'ensemble du film constitue un acte préparatoire. Seule la séquence finale s'en détache pour être un foot in the door. Au bout de 2 heures de film, les Wachowski s'adressent explicitement à nous, spectateurs, de la même manière que Trinity l'a fait avec Neo. Et la question que nous nous posons maintenant, est-ce que la réalité n'est pas une vaste illusion, nous apparaît alors comme naturelle, alors qu'elle nous a été soufflée à l'oreille pendant 2 heures, avec une musique galvanisante qui nous donne envie, à notre tour, de prendre part à quelque chose de plus grand, de plus important. Nous avons donc vu que le processus d'adhésion incrémentale est particulièrement efficace, car il nous fait rentrer dans une vision extrémiste du monde sans que nous puissions nous en rendre compte. La première marche est si petite qu'elle passe inaperçue. En outre, cette progressivité du processus de radicalisation menant à la violence est renforcée par le fait que le ressenti, le mal-être ou le vide existentiel de Neo est replacé dans une perspective historique. Le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, est si bien conçu qu'il peut être repris pour servir tout type d'idéologie. Ça passe par l'extrême droite, comme l'alt-right aux États-Unis, par les mectos, d'où qu'ils viennent, par les religieux radicaux, mais également par des personnes médiatiques, comme Kanye West, Elon Musk, ou un peu moins médiatiques, comme certains youtubeurs. Bref, tout le monde s'en sert. Et le storytelling, ce n'est quand même pas rien. On est toutes et tous davantage intéressés et influencés par une histoire, plutôt que par une théorie froidement expliquée. Moi-même, je me souviens davantage de mes cours de droit lorsqu'ils ont été racontés avec une anecdote. Et ces histoires qui sont bien racontées sont des histoires bien mémorisées. Les groupes radicaux utilisent des récits narratifs pour influencer les autres et promouvoir leur vision. En soi, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème. On le fait toutes et tous pour influencer, pour présenter nos arguments et convaincre de leur validité.
En revanche, cela devient problématique dès lors que c'est pour promouvoir une vision radicale et violente. Et l'intérêt de la narration, son pouvoir, réside dans sa capacité à argumenter sans susciter de résistance mentale, ce qui conduit à moins de contre-arguments et à moins de résistance à la persuasion. Autrement dit, dans ce cadre-là, dans ces circonstances, nous sommes moins suspicieux, moins prompts au doute et plus tolérants. Le storytelling de Matrix peut être simplifié en 4 points. Tout d'abord, un setup simple et donc binaire. Toujours la même chose, deux camps s'opposent. Ce setup, c'est le combat des êtres humains contre les machines, mais également le combat du Moyen-Orient contre le monde occidental, ou encore le combat pour la supériorité d'une catégorie de personnes sur les autres. Ensuite, il y a une description de l'âge d'or par une mythologie prétendant rendre compte de l'histoire du camp opprimé. Cette description est faite à Neo à travers la télé Deep Image. Pour les autres exemples, cela va être un rappel du temps du prophète ou des croisades. Ou encore un rappel de l'histoire, à un moment où elle était encore pure, à travers un message de fierté identitaire. Puis vient ensuite la fin d'un équilibre. Cet équilibre a été rompu par les infidèles. C'est le complot des machines contre les humains. C'est aussi le complot des Occidentaux contre le Moyen-Orient. C'est le complot de ceux qui mettent en place le grand remplacement, ou dit autrement, le génocide blanc. C'est le complot des Américains contre les Chinois. C'est aussi le complot des Chinois contre les Américains. Finalement, on peut appliquer ça à tout le monde. Bref, la liste peut être longue. Ce storytelling impose de faire un choix qui n'en est pas un. C'est, dernier point, la lutte contre l'oppresseur. Guns. Lots of guns. La stratégie narrative, qui n'est rien d'autre qu'une victimisation à travers le récit du péril, marque une volonté de convaincre, de socialiser et de solidariser à la cause, à travers un discours de peur et de déshumanisation de l'autre, celui qui n'est pas moi. Autrement dit, l'objectif premier, derrière le divertissement narratif, n'est rien d'autre que de persuader ou de convaincre. Et cela fonctionne super bien, car les constructions narratives du péril permettent de créer un état émotionnel extrêmement fort, qui contribue largement à encourager et ou à justifier l'utilisation de la violence contre les autres. Cette construction, cette exagération, cette amplification d'une menace crée un sentiment de peur et d'insécurité abstrait, qui donne en revanche une envie concrète d'agir, parce que ces récits transmettent le sentiment d'une menace mortelle, et le seul moyen d'y répondre, de préserver sa vie et son identité, reste la violence. Cette simplification du réel par des récits cohérents en apparence, qui sont souvent auto-référencés, sont utilisés pour créer une situation de légitime défense collective, qui exige des mesures extraordinaires. Et en agissant, en reprenant le contrôle, les personnes vont passer du statut peu enviable de victime à celui de héros, ce qui n'est pas rien. Enfin, pour en revenir au film, l'engagement du personnage vers le choix le plus radical va le conduire à vivre une véritable renaissance, un éveil, un woke, avec un changement de nom et un changement d'habit. C'est la naissance d'un nouveau moi. Une vision totalitaire est plus facile à comprendre que la réalité et la complexité humaine. Les frustrations humaines trouvent parfois une réponse radicale, violente et totale au sein d'un groupe restreint, solidaire et chaleureux. L'impression qui reste, pour le converti, est celle d'une compréhension du monde qui auparavant paraissait insaisissable. Bon ok, mais comment expliquer que ce film soit autant repris sur internet, notamment, mais pas que, par des groupes radicaux ? Comprendre et expliquer pourquoi Matrix est repris par des groupes radicaux, sectaires ou conspirationnistes, revient à parler de 3 choses. Tout d'abord, le sweet candy, une croyance pour se diffuser, a besoin d'être à portée d'imagination du plus grand nombre. Ainsi, cette reprise d'éléments de la pop culture, comme c'est le cas pour d'autres films comme Fight Club, va constituer en quelque sorte un trigger, un déclencheur de clic. Autrement dit, l'utilisation des éléments de la pop culture va permettre d'hameçonner, d'attraper avec ruse l'attention de celles et ceux qui ont aimé le film Matrix. Matrix est un produit culturel qui est considéré par certains comme un activateur culturel. Et capter l'attention ainsi permet de détourner le regard vers un propos idéologisé, sans rapport avec l'œuvre. C'est en quelque sorte ce fameux pied dans la porte de Friedman. Ensuite, et c'est mon second point, la structure d'Internet va permettre à une croyance de se diffuser et de se développer rapidement. Les groupes radicaux, sectaires, conspirationnistes, qui ont tendance à réutiliser les éléments du film ne font que bénéficier de la structure même d'Internet, qui est une formidable chambre d'écho, c'est-à-dire un amplificateur d'idées ou d'opinions, de ce qui autrefois serait resté dans la sphère privée ou dans le cadre de discussions de comptoir. En effet, les individus sont exposés en priorité aux informations auxquelles ils adhèrent, a priori. Ces chambres d'écho vont alors renforcer une information, une opinion, une croyance, et en faisant ainsi, elles enferment les individus dans des bulles qui finalement sont des cages, pour en revenir à l'introduction, puisqu'elles consolident leur certitude, leurs croyances. Enfin et dernier point, Matrix est un film très repris parce que c'est un film allégorique. Concrètement, l'allégorie de la caverne est la situation dans laquelle des personnes sont enchaînées depuis l'enfance face à un mur et dans l'obscurité d'une caverne. En l'espèce, en faisant un parallèle raisonnable avec le film, on peut dire que Neo est enchaîné depuis toujours, depuis l'enfance, face à un écran dans l'obscurité d'une pièce. Pour en revenir à Platon, un feu derrière eux projette l'ombre des objets sur la paroi de la caverne. Les prisonniers sont convaincus que ces ombres sont la réalité. Dans le film, Neo surfe sur internet, il va au boulot et il est convaincu que ce qu'il voit, ce qu'il vit est la réalité.
c'est seulement lorsqu'un initié libère un prisonnier, le délivre de ses chaînes, le force à se tourner et à lever la tête vers la lumière que ce prisonnier verra la vérité. Autrement dit, c'est seulement lorsque Morpheus le libère de ses câbles et le force à se tourner vers la lumière que Neo verra la vérité. Celle que nous sommes des esclaves, que nous vivons dans une matrice depuis l'enfance, depuis toujours. Notons que cela ne peut se faire sans médiateur, car le risque est d'être ébloui par la lumière et de replonger dans l'obscurité. L'initiation est donc incrémentielle, progressive. Morpheus est son guide, et il a pour règle de ne pas libérer un esprit trop mûr, car le risque serait que l'esprit n'adhère pas du tout à l'idée. Je crois qu'ici on ne peut pas faire plus simple et plus explicite. Le storytelling et le visuel de Matrix sont réutilisés par le spectateur, qui s'est en quelque sorte accaparé l'œuvre dans toute sa subjectivité. L'auteur ici n'est plus le garant du sens de son œuvre. Enfin et pour conclure, Matrix est un excellent film de SF d'anticipation. Sa force réside dans le fait qu'il arrive à symboliser le combat du juste contre un oppresseur de manière futuriste et archétypale. En d'autres termes, sa force réside dans sa portée universelle. Néanmoins, la matrice n'est rien d'autre que ce que chacun perçoit de soi-même, des autres et des choses. N'est-ce pas alors étonnant de donner une portée universelle à quelque chose de si subjectif ? Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie de discuter d'autres films sous le spectre criminologique ou si vous voulez me faire part de vos opinions, de vos impressions, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et franchement, si vous voulez soutenir la chaîne, mon travail, alors partagez.